Je crois qu'en fait, il faut aujourd'hui élargir la critique que l'on fait du capitalisme. Le capitalisme, c'est foncièrement trois choses. Le capitalisme, c'est déjà un système économique diablement efficace qui repose sur l'exploitation du travail, sur le pillage de la planète. Je dirais que ça, les gauches et l'écologie savent plutôt bien le dénoncer. Même si on ne dit pas assez en quoi nos modes de vie sont tributaires de siècles d'esclavagisme, de colonialisme et de néocolonialisme. Mais le capitalisme, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'imposition de modes de vie, de styles de vie particuliers avec des produits spécifiques. Et ça, je dirais que les gauches et même l'écologie ont perdu cette critique des modes de vie capitalistes. Mais le capitalisme, c'est pas non plus que ça. C'est une troisième chose. Le capitalisme, c'est une réponse à nos angoisses existentielles, à la peur de mourir, au sentiment de finitude. Même si c'est pas plaisant à dire, mais il faut reconnaître que le capitalisme nous donne à jouir. Le capitalisme nous fait jouir, mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'emprise, d'avoir, d'accumulation. C'est le toujours plus. Toujours plus de richesse économique, toujours plus de pouvoir sur les autres, sur la nature. Mais tant que nous n'aurons pas, j'allais dire, d'autres dissolvants d'angoisse que ceux du capitalisme, on ne pourra être que dans des combats défensifs. Donc le grand enjeu aujourd'hui, c'est de passer de cette jouissance d'avoir, d'emprise, à une jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. C'est la raison pour laquelle il faut être d'abord du côté de la fabrique de l'humain. Et je dirais qu'il faut se souvenir que la première richesse des pauvres, de l'immense majorité des humains, ce sont les services publics. C'est les biens communs. Et je dirais que c'est à partir de cette analyse où on dénonce le capitalisme dans toutes ses dimensions qu'il faut, par exemple, se mobiliser contre l'agression publicitaire. Parce que la publicité, je dirais que c'est un double mensonge. C'est déjà l'illusion que le bonheur serait dans la consommation. Comme si le fait de posséder 10 paires de baskets permettait de courir 10 fois plus vite. Mais la publicité, c'est aussi l'idée qu'on pourrait compenser la perte des repères de sens, des valeurs, des identités, par la consommation des produits de marque. Et on voit très bien aujourd'hui comment les grandes marques, notamment les marques vestimentaires, se sont mises à fonctionner comme des sortes de béquilles identitaires et narcissiques pour des individus en souffrance. Et c'est bien la raison pour laquelle les premières victimes de la pub, ce sont les gamins des milieux populaires, les enfants des familles déstructurées et les jeunes garçons avant les jeunes filles. Et je dirais que tant que nous n'aurons pas une autre réponse à apporter à ce besoin d'être aux enfants qui se construisent, eh bien, nous n'arriverons pas à donner envie de changer de société. Et puis, il y a effectivement la nécessité de lutter aujourd'hui contre l'obsolescence programmée. Dire cette stratégie qui a été de mobiliser notre intelligence collective pour fragiliser les produits. Mais la première forme d'obsolescence programmée, c'est la généralisation de la mode. La mode, par définition, c'est ce qui se démode. La mode, c'est ce qui fait que le pull que j'ai acheté l'an dernier et que je pourrais encore mettre, eh bien, va rester dans mon placard. Donc, combattre aujourd'hui, je dirais, cette société hyper capitaliste, cette société d'hyperconsommation, c'est remettre en cause cette agression publicitaire, c'est remettre en cause l'obsolescence programmée, mais je dirais que c'est peut-être avant tout être capable de multiplier des pas de côté, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des alternatives. Moi, je crois qu'il ne faut plus seulement être contre le système, parce que tant qu'on se définit simplement en opposition, finalement, on finit par porter notre adversaire sur notre dos jusqu'au moment où il va nous poignarder. Ce qui est essentiel aujourd'hui, eh bien, c'est de donner envie, c'est de susciter le désir, c'est de montrer qu'il est possible dès maintenant de commencer à vivre autrement. Moi, j'aime bien ce slogan sud-américain qui dit que on changera peut-être pas le monde, mais rien ne nous interdit d'essayer d'en construire un autre. Et puis j'aime bien aussi cette parole du grand poète espagnol Antonio Machado qui disait « Le chemin se fait en marchant ». On n'a plus besoin d'avoir un projet ficelé de A à Z. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de grands principes structurants qui permettent de recomposer la société, je dirais pour aller vers plus de justice sociale, vers plus de justice écologique, plus de justice climatique. Le capitalisme n'est pas soluble
dans l'écologie. Je dirais que le capitalisme, c'est comme une bicyclette. Quand on fait du vélo, si on arrête de pédaler, on se casse la figure. La société capitaliste, si elle arrête de produire toujours plus et de nous faire consommer toujours plus n'importe quoi, elle se casse aussi la figure. C'est ce qu'on appelle la récession. C'est ce qu'on appelle l'austérité. C'est la raison pour laquelle la décroissance, c'est tout sauf l'austérité. La décroissance, c'est tout sauf d'appeler les gens à se serrer la ceinture un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. La décroissance, c'est tout sauf de croire qu'il faudrait faire la même chose en moins. La décroissance, c'est en fait d'imaginer d'autres façons de vivre, d'autres façons de produire. C'est pour ça que notre critique de la société de consommation doit bien partir du fait que la société de consommation, c'est pas avant tout le fait de consommer plus. Ça, c'est l'apparence. La société de consommation, ça a été d'abord la casse des cultures populaires, des cultures traditionnelles, des cultures rurales. On peut prendre un exemple dans le domaine de l'alimentation. Auparavant, on distinguait le lapin paysan, le porc ouvrier, le veau bourgeois. C'est-à-dire chaque milieu social avait sa propre table avec la même fierté, la même authenticité. Aujourd'hui, c'est poulet pour tout le monde, mais c'est pas le même. Pour une minorité, c'est du poulet fermier, du poulet bio, et pour la grande majorité, c'est de la volaille de batterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transformé les cultures populaires en sous-produits de la culture dominante. Eh bien moi, je fais le pari qu'existent encore aujourd'hui des cultures populaires, mais que la force du système est de les rendre invisibles. Et Rimbaud, au XIXe siècle, disait qu'il fallait redevenir des voyants. Pour moi, la première urgence aujourd'hui, c'est de rendre visible l'invisible et de reprendre conscience non seulement de la richesse des cultures populaires, mais de prendre conscience des mille et une révolutions qui se construisent, j'allais dire, au quotidien. Moi, je suis convaincu qu'existe aujourd'hui un autre monde en puissance, ce que j'ai presque envie d'appeler un écosocialisme en puissance, et qu'il suffit déjà d'en prendre conscience, de mutualiser tout ce qui existe. Je prends un exemple tout simple. Lorsque nous avons organisé le premier forum national de la gratuité, sur la gratuité des services publics, on a tous été époustouflés par la richesse des expérimentations. Dans certaines villes, on commence par la gratuité de l'eau vitale. Ailleurs, c'est la gratuité des transports en commun urbains. Ailleurs encore, c'est celle des services culturels ou du traitement des ordures ménagères. Ailleurs encore, c'est celle de la restauration scolaire ou des services funéraires. Je dirais que on n'arrive plus aujourd'hui à prendre conscience de cette force qui est la nôtre parce que nous ne mutualisons pas, je dirais, nos acquis, nos expériences. Donc pour moi, c'est l'un des grands enjeux. Et si j'ai accepté, je dirais, avec la nouvelle revue franco-belge, les indignés, de reprendre notamment le mot d'indigné, c'est qu'il me semble que le mouvement des indignés, comme ce que j'ai presque envie d'appeler les pré-printemps arabes ou le mouvement des Anonymous, nous montre à la fois la nécessité de changer le répertoire, le vocabulaire politique, mais de changer aussi les formes d'action. La grande victoire du mouvement des indignés, on nous dit que c'est une génération complètement égoïste. Et ils inventent pourtant ce slogan « Nous sommes les 99%». Et puis regardons quelles ont été je veux dire, les formes d'action, le fait de réoccuper l'espace public. Cette réoccupation de l'espace public, mais c'est ce qu'il faut faire à l'échelle planétaire. Je dirais que c'est la question des biens communs, c'est la question de l'eau, c'est la question de l'air, c'est la question de la terre. Ce sont toutes les questions essentielles qui peuvent permettre aujourd'hui de reconstruire, je veux dire, un grand projet d'émancipation. Et moi, je dirais que le mouvement des indignés, avec ses faiblesses, avec ses contradictions, qu'il ne faut pas cacher, mais ce n'est pas le dernier mouvement du XXe siècle. Ça peut être le début de la révolte de la jeunesse globalisée. Ces trois formes de résistance. C'est-à-dire que ces trois formes de résistance, c'est notre richesse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire de cette richesse, non pas une source de division, mais effectivement, je dirais, ce qui va nous permettre de pouvoir transformer la société. Cette notion de simplicité volontaire, elle nous vient de nos habits québécois. La simplicité volontaire, c'est l'idée qu'il faut chacun, à notre niveau,
agir en conformité avec nos propres valeurs. Ça veut dire pour certains ne pas avoir de voiture, refuser au téléphone portable, choisir de travailler le moins possible. Je dirais tout ce que l'on peut faire à notre niveau doit être fait. Ça semble aller de soi, ça va pas de soi, hein. Donc tout ce qu'on peut faire tout de suite, il faut le faire. Mais on ne ferait que ça risquerait déjà d'être insuffisant, ça pourrait même être négatif. Ça serait déjà insuffisant parce que à quoi ça servirait ? D'être un certain nombre à se faire plaisir, parce qu'il y a du bonheur à échapper à la dictature des marques, il y a du bonheur à ne pas être un forçat du travail et de la consommation. Mais à quoi ça servirait d'être un certain nombre à se faire plaisir si les logiques dominantes restaient en place ? Puis ça pourrait être même aussi dangereux. Regardons comment dans les milieux de la décroissance, il y a un certain nombre de personnes qui jouent à plus décroissant que moi tu meurs, qui se veulent les nouveaux parfaits, les nouveaux cathares, et qui reposent sur une logique de culpabilisation des autres. En culpabilisant, on ne change rien. D'où la nécessité d'un deuxième niveau de résistance, qui est celui des expérimentations collectives. Tout ce que l'on peut bricoler ensemble, dans les marges, dans les franges, pourquoi pas au cœur de la société, doit être fait. C'est aussi bien le retour aujourd'hui du mouvement coopératif, de production, de consommation, d'habitation. C'est également les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce sont les monnaies locales qui sont lancées. Ce sont les médias alternatifs. Ce sont les méthodes pédagogiques alternatives. Ce sont les médecines alternatives. Tout ce que l'on peut bricoler doit être fait. Parce que je dirais que tous ces laboratoires du futur seront les lieux où va s'inventer le monde de demain. Mais là encore, on ne ferait que ça. Ça pourrait être insuffisant. On voit très bien comment ce système peut récupérer un certain nombre d'alternatives. On le voit avec la bio. L'agriculture biologique, c'est la meilleure des choses si c'est la défense d'une agriculture paysanne de proximité, de petites, je dirais, exploitations familiales. Mais c'est la pire des choses. Si c'est l'illusion qu'on peut consommer bio, un produit qui a fait 6000 km en avion et qu'on trouve dans un hypermarché. D'où la nécessité d'un troisième niveau de résistance. Simplicité individuelle, démarche collective. Et troisième niveau, le début de l'ébauche de ce que peut être demain, je suis très prudent, un nouveau projet politique. Et c'est là où moi je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui s'inventent aujourd'hui à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Je suis convaincu que les principaux cadeaux théoriques, conceptuels, nous viennent des pays du Sud. En Amérique du Sud, on parle du buen vivir, du bien vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. En Inde, on parle de vie pleine. Je dirais vie pleine, plus vive, buen vivir. Autant de façons de dire qu'il est possible dès maintenant de vivre bien à 7, 8 ou 9 milliards d'humains. Je dirais qu'on n'est pas menacé par un problème de manque. Je veux dire, si aujourd'hui, comme le dit mon ami Jean Ziegler, il y a 1 milliard d'humains qui crèvent de faim, c'est pas parce qu'on manque, c'est que c'est un scandale politique. On ne choisit pas de produire, de répartir, je dirais, ce qui est nécessaire au plus grand nombre. Et puis, il y a un certain nombre d'autres cadeaux conceptuels que nous font les pays pauvres. Je pense à la notion d'anti-extractivisme. Cette notion d'anti-extractivisme, elle a d'abord été inventée en Amérique du Sud pour lutter contre la mono-industrie, ou la monoculture. C'est-à-dire quand on a détruit les agricultures vivrières pour imposer ces cultures d'exportation. Par exemple en Martinique, comme on a détruit les jardins créoles pour imposer le régime de la banane. Eh bien, ces mêmes mouvements qui ont inventé, je dirais, cette notion d'anti-extractivisme, c'était déjà un clin d'œil à ce que les Africains, dès les années 60, dénonçaient lorsqu'ils parlaient des grands éléphants blancs, ces méga-projets, méga-hôpitaux par exemple, qui n'étaient accessibles qu'à une infime petite minorité. Il faut mieux 100 dispensaires qu'un méga-hôpital réservé à une petite élite. Et ce mouvement, je dirais contre l'extractivisme, il a sa traduction en Europe. C'est la lutte contre les grands projets inutiles imposés. Et c'est un mouvement qui existe aussi bien en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France. Et je suis convaincu que l'un des grands enjeux, si l'on veut reconstruire, je dirais, un projet à gauche, c'est d'affirmer la nécessité d'une justice sociale planétaire, d'affirmer la nécessité d'une justice climatique, écologique, planétaire. Prenons un exemple. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer en équivalent carbone, si mondialement on dépasse ces 3 milliards, on bousille les écosystèmes. Nous en sommes aujourd'hui
à 6,8 milliards de tonnes d'équivalent carbone, le double de ce que la Terre peut digérer. Prenons au sérieux ce maximum de 3 milliards pour 7 milliards d'humains. Le calcul est vite fait. Nous avons chacun droit à 440 kilos d'équivalent carbone. Et c'est quoi? C'est par exemple 5000 km par an en voiture. C'est l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-New York. Quand on donne ces chiffres, je dirais qu'on prend conscience à la fois de l'ampleur, de l'urgence du changement. On prend conscience aussi que la solution, ça ne peut pas être de rester dans le même système et de faire simplement moins, c'est-à-dire de développer des politiques d'austérité. Ce qu'il faut, c'est changer de style de vie, de mode de vie. Et aujourd'hui, on a un combat au sein des grandes organisations internationales entre les pays riches, les grandes firmes économiques qui disent « Eh bien, c'est simple, on prend la quantité totale de CO2 planétaire et on divise par 7 milliards et ça donne la part pour chaque terrien. » Oui, mais si on fait ça, on oublie le passé, on oublie le passif. On oublie que si nous, on a pu développer ce mode de vie hyper consommateur, c'est parce que d'autres n'ont pas pu. C'est parce qu'on les a pillés, c'est parce qu'on les a dominés et colonisés. Donc il faut affirmer aujourd'hui une option préférentielle pour les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il faut donner plus à ceux qui ont eu moins. C'est vrai dans les relations nord-sud, mais c'est vrai aussi en Espagne. Entre, je dirais, une petite minorité qui s'enrichit et la grande majorité qui s'est appauvrie. Je dirais que, même si c'est douloureux à dire, je crois qu'il faut avoir aujourd'hui le courage politique d'affirmer que si le grand phénomène majeur du XXe siècle, c'était le développement des classes moyennes, le grand phénomène majeur de ce début du XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle la démoyennisation de la société. Cette fin programmée des classes moyennes, cette génération des bacs plus 5 à 1 000 euros. 1 000 euros s'ils ont la chance, parce que c'est devenu la chance d'avoir un emploi à plein temps, mais beaucoup moins dans le sud de l'Europe, beaucoup moins encore dans l'Europe de l'Est, et encore moins en Afrique du Nord. Cette génération des bacs plus 5 à 700, 800 ou 900 euros, je dirais que ce n'est pas un accident de l'histoire. Je dirais que c'est quelque chose qui va effectivement se généraliser. Et là, nous devons avoir une réponse. Et nous devons avoir une réponse qui ne désespère pas les gens. Des gens, on doit avoir la capacité de réaffirmer aujourd'hui à contre-courant qu'il faut reprendre le grand mouvement historique de réduction du temps de travail. C'est les 30 heures tout de suite. Il faut également, remettre au cœur de la réflexion la notion de partage. Le gâteau planétaire, il est bien assez riche déjà pour permettre à 7 milliards d'humains de vivre bien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU nous rappelle qu'il suffirait de mobiliser chaque année 40 milliards de dollars, et ceci pendant 25 ans, pour régler le problème de la faim dans le monde. 40 milliards de dollars de plus sur la table, et plus personne ne crève de faim. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 80 milliards de dollars, on règle cette fois le problème de la grande pauvreté dans le monde. Alors inquiétez-vous, rassurez-vous, mais ces 40 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1400 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 800 milliards de dollars. Et ce qu'on appelle le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars. 10 à 15% du PIB mondial. 10 à 15% du PIB mondial à comparer au même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Ces 40 milliards de dollars nécessaires pour que plus personne ne crève de faim, on peut les comparer aussi aux 100 milliards de dollars des gaspillages alimentaires, ne serait-ce qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on prend les gaspillages alimentaires aux États-Unis, on divise par 2, et ça règle le problème de la faim dans le monde. Donc on le voit, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de croissance, que cette croissance, elle soit de droite ou de gauche ou même écolo. Je dirais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? C'est-à-dire de satisfaire les besoins fondamentaux de l'humanité et de remettre l'économie à sa place. De ne plus être seulement des forçats du travail et de la consommation, de permettre à notre autre dimension de se développer. Nous sommes aussi des citoyens, et de faire de la politique, notamment une politique participative, de proximité. Ce que les indignés appellent la démocratie réelle, ça prend du temps. Et puis nous sommes aussi des amants et des amantes, et ça prend du temps. Nous sommes aussi des poètes, nous sommes des artistes. Donc il s'agit de penser à la fois cette décroissance matérielle, mais une croissance en humanité. Et c'est ce qu'essaye de résumer maladroitement notre slogan moins de biens, plus de liens. Mais j'insiste, la pire des choses, ça serait aujourd'hui de développer une conception de droite
ou bigote de la décroissance. La décroissance de droite, c'est celle qui confond la décroissance avec l'austérité. Et la décroissance bigote, c'est celle qui se donne en donnant le leçon, les dames patronesses, voulant expliquer au peuple comment se priver de ce qu'ils n'ont pas. Je dirais que la décroissance, elle est du côté de l'émancipation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus, nombreux d'ailleurs, à nous dire plutôt objecteurs de croissance et ajouter que nous sommes amoureux du bien vivre. Parce que le bien vivre au sens du buen vivir sud-américain, c'est l'ébauche d'un nouveau projet politique. Notre société a totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient la démesure, l'hubris. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Lorsqu'un individu, lorsqu'un enfant n'a pas de limites parce qu'on n'a pas su lui transmettre, il va les chercher dans le réel. C'est à la fois le développement des conduites à risque, de la toxicomanie, du suicide. Et lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources naturelles, c'est le réchauffement planétaire, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. Donc la grande question, c'est bien de renouer avec le sens des limites. Mais on peut comprendre ça de deux façons. On peut le comprendre soit de façon réactionnaire, et dans ce cas-là, effectivement, on va développer un discours très autoritaire, en disant aux gens, eh bien, il faut que vous appreniez à vous censurer, à vous castrer. Soit au contraire, on se souvient de ce que nous disaient déjà les Grecs anciens. Quelle a été la réponse de la Grèce antique à l'hubris? C'était la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on refoule les lois divines, à partir du moment où on dit les seules lois que l'on reconnaît, ce sont les lois politiques, les lois juridiques, celles que nous donnons, il y a un risque, c'est de tomber, effectivement, dans la démesure. Eh bien, la réponse, c'est pas une sorte de moralisme. La réponse, c'est pas la rigueur. La réponse, c'est pas l'austérité. La réponse, c'est pas la réaction. La réponse, c'est toujours plus de démocratie. Et c'est dans ce toujours plus de démocratie qu'on peut y arriver. Mais pour ça, il va falloir véritablement qu'on change beaucoup de choses. Je dirais, on continue, y compris à gauche aujourd'hui, à faire de la politique du point de vue des puissants, du point de vue des dominants, du point de vue des savants. C'est cette façon, je dirais, très intellectualisée de faire de la politique. Cette manière d'interpréter de façon abstraite les individus. Si l'on veut effectivement rendre la parole aux gens, il faut développer une autre démocratie. Une démocratie que l'on pourrait appeler qualitative, en situation, interpeller toujours les individus de façon concrète à partir de leur vie quotidienne, ordinaire. Ça peut être les comités de quartier, ce sont les conseils des anciens ou conseils municipaux de la jeunesse, c'est les comités d'usagers du service d'eau municipal, comité d'usagers de la restauration scolaire, comité d'usagers d'un jardin public. Et je dirais que c'est que de cette façon-là qu'on rend effectivement ce sentiment de compétence. Et je crois qu'il faut se souvenir que la vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des incompétents. C'est de dire que l'expertise de monsieur et madame tout le monde vaut bien celle des spécialistes du système. Et dire ça, c'est pas sombrer dans la démagogie, c'est rendre aux spécialistes leur fonction, qui est de montrer qu'il y a toujours des choix, qu'il y a toujours des alternatives, et de montrer les conditions et les conséquences de ces alternatives. Mais ensuite, c'est à la population de choisir. C'est aux gens de choisir. Ce que nous a appris le XXe siècle, c'est deux choses. Le XXe siècle nous a appris déjà qu'on ne fait pas le bonheur des gens, ni sans eux, ni contre eux. Et que les gens ont le droit de se tromper. Les gens ont le droit de préférer la gratuité du stationnement pour les voitures à la gratuité du transport en commun. Et nous, c'est notre droit de dire qu'ils se trompent et de continuer le combat. Et la deuxième chose que nous a appris le XXe siècle, les tragédies du XXe siècle, c'est que la grande question pour la gauche, c'est pas tant la conquête du pouvoir. C'est même pas le fait d'apprendre à partager le pouvoir. C'est le fait de s'en défaire. C'est le fait de passer d'une société verticale à une société horizontale. Je veux dire, si la gauche aujourd'hui mondiale est aussi mal en point, si la gauche mondiale est largement aphone, c'est parce qu'on a eu deux tragédies extraordinaires au XXe siècle. On a eu la tragédie du socialisme dit réellement existant, c'est-à-dire du stalinisme. Et on a eu la tragédie de la social-démocratie reconvertie en social-libéralisme. Eh bien, de la même façon que la droite a mis 30-40 ans
après la Seconde Guerre mondiale, pour se refaire. C'est en 1944 que Hayek lance ce qu'on appelle la révolution conservatrice mondiale. Et 30 ans après, on a Reagan, Thatcher, Sarkozy. Eh bien, il va falloir que la gauche se refasse. Et j'espère qu'elle ne mettra pas 30 ans. J'espère qu'elle ne mettra pas 30 ans parce qu'effectivement, je dirais, on voit se multiplier aujourd'hui les misères dans tous les domaines. Et puis on sait que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, le temps de la nature va plus vite que le temps politique. C'est-à-dire que si nous n'avons pas, d'ici 2, 3 décennies, la capacité de faire bouger le système, nous allons nous trouver dans le mur, devant des seuils irréversibles. Et c'est là où, effectivement, il faut miser sur l'intelligence collective. Moi, je suis furieux lorsque j'entends, y compris parfois dans les milieux de l'écologie ou de la décroissance, des gens dire, compte tenu de la gravité de la situation, il faudrait une sorte de tyrannie éclairée, de gouvernement des sages. Non, je dirais que tout recours à un système de type dictatorial ne peut que donner des résultats catastrophiques dans le domaine humain, social, politique, écologique. La seule conviction qu'on a, c'est qu'il faut un surcroît de démocratie. C'est un pari. C'est parier sur l'intelligence des gens. C'est parier sur ce que George Orwell appelait la décence ordinaire. Cette capacité des gens modestes, de ce que l'ethnologue Pierre Sansot appelait les gens de peu, à avoir du bon sens. Eh bien, moi, je fais ce pari. Je dirais que tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'on va dans le mur. Tout le monde est convaincu qu'on va dans le mur. Mais il y a ceux, les puissants, les grandes firmes, les pays riches, qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur avec l'adaptation de la planète à la dérégulation climatique, avec l'adaptation de l'humanité, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et puis il y a ceux qui pensent, non pas qu'il faut revenir en arrière, parce qu'on ne revient jamais en arrière, mais qu'il faut multiplier les pas de côté. Eh bien moi je préfère miser effectivement sur ces forces-là. C'est un débat à l'intérieur de la mouvance de la décroissance. Je dirais que la mouvance de la décroissance, c'est déjà une auberge espagnole, comme on dit en France. C'est-à-dire qu'on y rencontre le meilleur comme le pire. Le pire, c'est certains courants de droite, voire d'extrême droite, de la décroissance. C'est-à-dire qu'on a vu comment un certain nombre de nos slogans, comme la relocalisation, ont pu être repris, instrumentalisés, défigurés par des groupes d'extrême droite qui jouent sur la peur, sur la haine, sur le racisme, la xénophobie, ce qui nous a obligés à bricoler dans l'urgence un slogan en disant « Nous, c'est le local sans les murs », c'est-à-dire c'est le local sans le rejet de l'autre. Donc il y a le pire dans la décroissance, mais il y a aussi le meilleur. Et ce meilleur, je dirais, c'est effectivement, je dirais qu'une des formes de décroissance, c'est la décroyance. C'est-à-dire, c'est de remettre en cause ce qu'étaient les recettes du passé. Et de remettre en cause, je dirais, toute idée de verticalité. Il est évident qu'il va falloir aller vers une société, j'allais dire, polycentrique, dans laquelle la puissance publique sera démultipliée. Et je dirais que lorsqu'on organise le Forum national sur la désobéissance, sur le ralentissement, sur la relocalisation, je dirais, tous ces forums montrent que l'échelon local, ce qu'on pourrait appeler effectivement l'échelon municipal, est un échelon essentiel pour pouvoir reconstituer la société. Puis j'ajouterais qu'il ne s'agit pas simplement de se méfier d'un État centralisateur, d'un État jacobin. Il s'agit d'admettre cette pluriculturalité, cette plurinationalité. Et puis on ne sortira pas de ce modèle centralisateur, vertical, si on ne modifie pas nos façons de faire de la politique. Il ne faut pas le cacher, il y a souvent plus de plaisir à jouer aux cartes avec 3 copains ou être membre d'un club de boules qu'à s'engager dans une organisation syndicale, politique ou associative. Tant qu'on reproduira les modes de fonctionnement qui sont ceux de la société dominante, tant qu'on reproduira dans nos résistances les façons d'être qui sont celles de la société que l'on combat, on n'y arrivera pas. Donc il faut déjà faire de nos organisations, et on n'y est pas, des lieux de libre circulation de la parole. Et puis il faut se souvenir que nos anciens, au XIXe siècle, disaient qu'il fallait développer des politiques de l'amitié dans les organisations, faire de nos organisations des lieux de fraternité. Eh bien, je suis convaincu
que si nous allons dans cette direction, à ce moment-là, oui, nous aurons la capacité d'échapper à cette verticale du pouvoir, comme dit Poutine. Nous aurons la capacité, je dirais, à entendre, notamment les gens ordinaires, les gens modestes. Et refuser la verticalité, c'est refuser aussi la spécialisation du politique. C'est dire qu'il n'y a pas de politique sans fait. Moi, lorsque je vais en Afrique, lorsque je vais en Amérique du Sud ou en Inde, les copains me disent toujours « Mais comment est-ce que vous faites en France pour faire une politique aussi ennuyeuse ?» C'est-à-dire qu'il n'y a pas en Amérique du Sud de politique sans fête. Il n'y a pas de politique sans danse, sans musique. Eh bien, il faut renouer avec ça. Et pour cela, je crois qu'il faut tout simplement accepter une certaine modestie. Personne aujourd'hui n'a réponse à tout. Et je dirais que personne n'a de projet totalisant, ni a priori, ni sans doute même a posteriori. On ne travaille pas au meilleur des mondes. Je dirais que la société de demain sera encore une société divisée, elle sera encore une société avec des contradictions. Mais on peut espérer qu'elle sera une société beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste socialement et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Ce n'est que si nous mettons en mouvement dans cette direction que l'on y arrivera.